Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Multi 21. Je suis accompagné bien évidemment de Clément. Bonjour Clément, comment vas-tu? Ça va très bien mon cher Aurélien, c'est la rentrée donc on est heureux. Ah oui, exactement, on est plus qu'heureux de revoir la Formule 1. On a eu une pause de 3 semaines, ça fait longtemps qu'on n'était pas habitué à enchaîner autant de week-ends sans Formule 1. Et on a été servi puisqu'il y a eu deux courses en l'espace de 2 semaines, le Grand Prix de Belgique et le Grand Prix d'Italie. Et ça tombe très bien puisqu'on va parler de ces courses aujourd'hui. Tout à fait. On va d'abord évoquer un Grand Prix de Belgique un peu fade et morose avant de parler d'un Grand Prix d'Italie qui est peut-être le tournant de la saison, on y reviendra. Mais ouais, tout d'abord ce Grand Prix de Belgique qui a eu un petit goût de 2012 avec ce crash au départ entre Hülkenberg et Alonso qui sont pourtant deux pilotes qui s'apprécient bien, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de remue à la fin de la course. Ça aurait été avec Magnussen, ça aurait été différent. Mais qui emporte avec eux le pauvre Charles Leclerc et déjà trois voitures au tapis dès les premiers virages. C'était un peu décevant de voir ça, mais au moins ça nous aura permis d'avoir une confirmation à mon plus grand regret. Le halo est utile et a vraiment fait son boulot pour Charles Leclerc. Donc voilà, fin des débats je pense sur le halo. Moi j'étais contre, mais là je pense qu'on est sûr et certain que ça fonctionne. Oui, et oui, oui, pour resituer le contexte, Alonso a décollé sur la voiture de Leclerc, un peu comme Grosjean avait décollé sur celle d'Alonso en 2012. Et ben, le halo de Leclerc a fait barrage et donc la roue arrière d'Alonso a rebondi sur le halo, laissant une belle trace au passage. Et ouais, bien sûr, tu as tout à fait raison. Le halo vient de prouver qu'il est utile en Formule 1, voire même indispensable. Euh, En fait, le seul truc, le seul argument vraiment qu'on peut avoir contre, c'est l'esthétisme. Mais ça tombe bien, il y a la FIA qui a annoncé avoir planché sur un nouveau halo pardon, qui sera apparemment plus plaisant à l'œil d'ici 2021. Exactement. Pour revenir à la course en Belgique, bah, mis à part cet accident au départ, il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est que pour la première fois euh, depuis je ne sais combien d'années, une Ferrari s'est imposée en terre belge. Exactement, exactement. Ça s'est joué dans le premier tour véritablement. Alors, ça nous a permis de nous donner une bonne image, cette image de quatre voitures de front au virage des Combes, une image qu'on voit rarement en F1. Et après, bien évidemment, après ce virage, c'est comme chaque année, on se dit que les Force India vont gagner, elles arrivent dans les combes à fond, finalement au freinage elles se font avoir, et puis terminer la course, ceux qui sont en tête restent en tête. C'est un peu la même tambouille depuis 4-5 ans en Belgique, et effectivement, Sébastien Vettel qui rompt avec une mini malédiction et qui permet à Ferrari de se replacer tout simplement. Alors dans le championnat pilote, après cette course, puisque dans le championnat constructeur, Valtteri Bottas fait le taf pour marquer 12 points malgré une pénalité, tandis que Kimi Raikkonen a abandonné très tôt dans la partie. Et du coup, finalement, après cette course-là, Sébastien Vettel s'est replacé pas loin de Lewis Hamilton et ça nous a permis de nous dire la suite de la saison va être intéressante. Mais à part pour ça, sinon le Grand Prix n'a pas servi à grand-chose. C'est les pilotes qu'on attendait dans les points. Mis à part un petit point pour Marcus Ericsson, et c'est à noter. Exactement. Mais ce Grand Prix de Belgique, ce qui est assez intéressant, c'est un peu le reflet de la saison actuelle. C'est-à-dire, comme on a pu voir la Ferrari de Vettel déposer littéralement la Mercedes d'Hamilton dans la ligne droite de Kemmel, c'est un peu la même chose cette saison. C'est-à-dire Ferrari qui est en train de dépasser Mercedes et de le laisser derrière, même si ça ne se traduit pas au classement constructeur. Mais bon, il est clair que Ferrari a la meilleure voiture à l'heure actuelle et ils l'ont prouvé en Belgique en doublant dans un beau dépassement bien propre, sans DRS, une Mercedes. Exactement. Bon, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter sur ce Grand Prix de Belgique ou si on peut passer directement à la course qui nous intéresse de ce double week-end, le Grand Prix Italie. Oui, passons au Grand Prix d'Italie qui est nettement plus intéressant, on aura un peu plus de matière. Et alors là, le Grand Prix Italie va nous permettre d'établir plusieurs choses. La première, c'est que ça y est, c'est officiel, Mercedes a clairement établi sa hiérarchie. On le savait depuis le début de la saison en fait, mais il ne l'avait jamais clamé. Cette fois-ci, c'est bon. Valtteri Bottas sert de chien de garde à Lewis Hamilton. Et c'est finalement amusant qu'il le fasse sur la Scuderia avec tout ce qui s'est passé depuis 15 ans. Mais voilà, du côté de McLaren, de Mercedes, c'est clairement établi. Et du côté de Ferrari, eh bien finalement, les événements nous ont prouvé que
l'ami Sébastien Vettel va devoir compter sur Kimi Raikkonen qui va pas le laisser tranquille jusqu'à la fin de la saison. C'est assez étonnant à voir comme ça, puisque Kimi Raikkonen était amorphe depuis 3 ans, mais la seule occasion qu'il a eu d'aider un peu Sébastien Vettel, il a joué sa carte perso. C'est plutôt étonnant quand on sait que les deux sont très bons amis. Ouais, mais c'est surtout étonnant de l'avoir fait à Monza, terre de Ferrari. Surtout qu'ils avaient verrouillé la première ligne. Vettel a une avance folle sur Raikkonen au championnat. C'est un des derniers circuits du calendrier où la Ferrari a un net avantage sur la Mercedes en termes de performance. Donc ouais, je suis pas un grand fan des consignes d'équipe, mais je m'attendais vraiment à avoir un swap de position au départ ou dans le premier tour. Puis non, finalement, ouais, comme tu dis, Raikkonen a tenu tête. Alors peut-être que il était, comment dirais-je, il était décidé d'un échange de position, mais au bout d'un certain nombre de tours, pour éviter de se faire surprendre dans par une Mercedes, comme au départ par exemple, étant donné que Hamilton est juste derrière à ce moment-là. Donc au final, on n'est pas là en coulisses, donc on ne peut pas savoir, mais quand on voit la façon dont Vettel attaque Raikkonen à la deuxième chicane, on peut se demander s'il y a vraiment eu des stratégies ou des consignes passées. Bien évidemment. Et puis quand on revient sur le Grand Prix, alors on se demande s'il y aurait pu avoir des stratégies, mais tout ça a été mis à mal par cette idée qu'a eu Sébastien Vettel au troisième virage de forcer par rapport à Lewis Hamilton. Lorsqu'on regarde les images du onboard, on se dit que c'est Lewis qui tasse, et lorsqu'on regarde les images de l'hélico, on s'aperçoit que Lewis Hamilton garde sa trajectoire et laisse de l'espace à Sébastien Vettel, et que Vettel vient s'emplâtrer alors qu'on est au troisième virage du premier tour d'un Grand Prix qui peut être décisif pour la saison. Sébastien Vettel qui a complètement craqué sous la pression. Ouais, bah ouais, il a trop de vitesse dans le virage, du coup ça entraîne un sous-virage. Il vire jusqu'à taper le ponton de la Mercedes et ça, par malchance, ça l'envoie en tête à queue. Hein, il aurait pu s'en sortir non sans mal. Bon là, il a perdu. Mais ouais, c'est assez étonnant, c'est même inquiétant de voir des bêtises de Vettel déjà à ce stade de la saison, mais surtout en 2018. Le garçon, il est en Formule 1 depuis 2007 quand même. Il est quadruple champion du monde et il est encore capable de tout perdre en l'espace de 3 virages dans un Grand Prix qui est capital pour l'issue de la saison. Alors si on parle de la suite de la saison, 30 points d'écart entre Lewis Hamilton et Sébastien Vettel, est-ce que ça y est, c'est fait, le break est fait, ça y est, il y a plus d'une victoire d'écart. Est-ce que Lewis a un matelas suffisamment confortable pour réitérer ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire un titre gagné en avance par rapport à Sébastien Vettel? Ah bah, le matelas est confortable à l'heure actuelle, mais il faut faire attention parce qu'il peut très vite se désépaissir. Il suffit d'un abandon, par exemple, pour réduire cet écart à néant. Il reste encore beaucoup de courses, des courses à risque, comme Singapour, un circuit en ville où l'accident est très facile. Il y a aussi le Grand Prix des États-Unis qui est assez imprévisible, surtout dans des conditions difficiles. Même Mais où Lewis situation pour le Hamilton Brésil. est très très fort quand même, il faut le rappeler. C'est vrai, il est très très fort. Tu as bien fait de le préciser. Il est moins fort au Brésil par contre. Il est moins Il est fort moins au fort Brésil. au Ouais. Brésil. Une seule victoire à son actif en 2016. Non, 2017. Non, 2016, pardon. 2016 sous la pluie. Sa seule victoire au Brésil. Euh, Après, il y a aussi le Grand Prix de Singapour, justement, qui est plus favorable au Ferrari. Le Grand Prix du Japon aussi, qui est un des jardins de Sébastien Vettel. Donc, ouais, c'est pas fini quand même. Même s'il y a 40 points, c'est pas fini. Et si on parle du classement par contre constructeur, là on s'aperçoit que peut-être que entre les ectoplasmes Bottas et Raikkonen, celui qui va se réveiller en premier, étonnamment, c'est Kimi. Oui, oui, tout à fait. Même si Bottas a été l'auteur d'une pole position déjà en Autriche, Raikkonen semble avoir repris le dessus. En Italie, ça relève presque de la faute professionnelle pour Bottas, qui a été largué depuis les essais libres 1, qui heureusement sauve sa course. Enfin, il sauve pas vraiment sa course, mais plutôt il sauve sa réputation chez Mercedes en jouant parfaitement le rôle du second couteau et en bloquant Raikkonen. Mais bon,
si on se réfère à ses temps bruts en qualification et en essai libre, le type est à plus de 6 dixièmes de son équipier. Sur un circuit aussi court et rapide que Monza, c'est inacceptable. Alors, si on parle de deux autres événements de ce Grand Prix, le premier, c'est, on a évoqué lors du bilan de mi-saison de Haas, le manque de chance de Romain Grosjean. Il continue encore avec une irrégularité sur son fond plat qui le disqualifie, alors qu'il était en 6ème position. Une irrégularité qui n'a pas été relevée sur le fond plat de son coéquipier d'ailleurs. Donc voilà, c'est encore un peu les malheurs de Romain Grosjean et on a l'impression que ça ne se termine jamais, ça. Oui, mais As savait pertinemment que son fond plat était illégal. Oui. C'est juste qu'il n'avait pas assez de temps, visiblement, pour modifier avant l'échéance. Ils ont quand même tenté, bon, ça n'est pas passé. Je ne pense pas qu'une simple petite pièce qui gêne sur le fond plat ait entraîné cette 6ème position en course. Donc c'est prometteur, hein. Grosjean aurait quand même fait un top 10 avec un fond plat légal, c'est certain. Faut pas qu'il se démotive en fait. Voilà, faut qu'il garde la tête baissée, qu'il reste concentré. Sans cette disqualification, ça aurait fait 4 courses dans les points. C'est une très bonne dynamique. Il est actuellement 14e au championnat, mais assez proche quand même du top 10. Il suffit d'un exploit en course, par exemple, pour rattraper tout son retard. Très bien. Évoquons un autre point aussi, le rachat de Force India qui, sous son nouveau nom, a déjà marqué plus de points que Toro Rosso, Sauber et Williams. Finalement, depuis cette réinjection d'argent, l'écurie Racing Point Force India a retrouvé une seconde jeunesse et les voitures fonctionnent plutôt bien. Oui, ça fonctionne très bien. En fait, le Grand Prix de Belgique et le Grand Prix d'Italie, c'est vraiment des circuits taillés pour les Force India, des voitures qui sont très rapides en ligne droite. D'ailleurs, c'est assez étrange de se dire que sans ce rachat, sans ce nouveau nom, si Force India était resté Force India, au sort du Grand Prix d'Italie, ils auraient pris la place de Renault en tant que 4e force. Alors qu'on a l'impression qu'ils sont largués depuis le début de la saison par rapport à Renault ou à... Oui, tout à fait. Voilà. Il aura suffi de 2 Grands Prix pour passer de la 6e à la 4e place. Après, on était assez habitué de voir Force India en galère pendant les premières courses et puis doucement mais sûrement reprendre le dessus. C'était comme ça en 2014, ça a été pareil en 2015 jusqu'au Grand Prix de Grande-Bretagne où ils avaient, je ne sais pas si tu t'en souviens, introduit leur nouveau-né avec les fameux 2 narines. Tout à fait. En 2016, c'était aussi pareil, un début de saison poussif, et puis après, au final, après, ça fait 4e place. Donc au final, ouais, c'est bien de se dire que Force India n'a pas raté sa saison. Voilà, ils sont 7e, mais ils n'ont rien raté. Et puis ça, c'est de bon augure pour le futur, avec les grosses rentrées d'argent, comme tu dis, et tout ce qui va avec. Et puis enfin, on peut évoquer un dernier point. Ce dernier point justement, c'est le point de Sergei Sirotkin, qui alors déjà est un événement parce qu'on ne savait plus que Sergei Sirotkin pilotait encore, et finalement on s'est aperçu qu'il est toujours là. Et puis la deuxième chose, c'est que les 20 pilotes ont marqué un point cette saison, et ça c'est un exploit. Finalement c'est une saison plutôt paritaire, puisque tout le monde a marqué au moins un point, on n'a pas de pilote à 0 point, c'est plutôt appréciable. Oui, c'est vrai. Sirotkin, oui, qui peut dire merci au fond plat de Haas. Après, oui, comme on a dit pour la vidéo bilan de Williams, malheureusement pour Sirotkin, c'est qu'il est assez fantomatique. Donc, quand il fait des mauvaises courses, on ne sait pas. Quand il fait des bonnes courses, on ne sait pas trop non plus. Par exemple, j'étais collé à mon écran de télévision pendant le Grand Prix d'Italie, j'ai vraiment rien raté de ce spectacle, et je savais même pas que Sirotkin avait fini 11e, donc ouais, tant mieux pour lui, ce point doit lui faire grand plaisir. J'espère qu'il réussira à en accrocher d'autres, peut-être en Russie, hein, devant ses fans, on ne sait pas. Par contre, pas sûr que ça change quelque chose vis-à-vis de sa situation professionnelle fin 2018. Oui, je pense que malheureusement, il a déjà battu toutes ses cartes et que malheureusement, il les a mal jouées. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ces 2 Grands Prix.
La prochaine fois qu'on évoquera un Grand Prix, ce sera le lumineux, l'incroyable, le fantastique. Il n'y a pas assez de superlatifs pour le Grand Prix de Singapour qu'on aime d'un amour fou. Et d'ici là, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Mon cher Aurélien, je te remercie d'avoir évoqué cette rentrée avec moi. On est content, ça reprend, ça y est. On est beaucoup content. Merci à toi, Clément. Et puis on vous dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir.